Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable mythe du cyclisme nordiste, l'île Ardelot. Attention, on ne parle pas d'une simple balade. Non, c'est une épopée. Une aventure de 160 km qui emmène de la capitale des Flandres jusqu'à la mer. Et ça teste tout. Les jambes bien sûr, mais surtout le mental. Écoutez bien ça. Petit, ici c'est pas la vitesse qui compte, c'est la gestion. Cette phrase elle a été lancée par un vieux briscard à un plus jeune qui était en train de craquer. Et franchement, tout est dit. Ça résume parfaitement l'esprit de l'île Ardelot. On oublie la course, la compétition pure. Ici, on est dans une autre dimension. Une épopée qui demande de la sagesse, avant tout. Allez, voici notre plan de route pour comprendre cette aventure. On va voir pourquoi c'est un monument, quelle est l'erreur classique à ne pas faire, on va décortiquer le parcours, affronter ces fameux géants, chercher les clés du succès et bien sûr parler de la récompense à l'arrivée. C'est parti! Alors, première étape, qu'est-ce qui fait de l'île Ardelot un monument? Pourquoi est-ce que c'est si spécial? Eh bien, c'est un cocktail unique, vous voyez, un mélange de ferveur populaire incroyable et d'un vrai défi géographique. On a un peu cet esprit des grandes classiques flandriennes juste à côté. On commence par le chiffre qui parle à tout le monde, 160 km. Bon, dit comme ça, c'est un chiffre. Mais pour bien se rendre compte, pour la plupart des cyclistes, ça veut dire passer entre 6 et 8 heures sur un vélo. Oui, une journée de boulot, mais pour les jambes. C'est une épreuve d'endurance pure et ça impose le respect. On ne se lance pas là-dedans à l'improviste. Et attention, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Non, le nord, ce n'est pas tout plat. La preuve, 1500 mètres de dénivelé positif. Et là où ça devient vraiment vicieux, c'est que la quasi-totalité de ces bosses, elles sont concentrées dans la deuxième moitié du parcours. C'est là que tout se joue, pile au moment où la fatigue commence à bien piquer. Voilà un point qui est absolument fondamental à comprendre. L'île Ardelot, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une compétition. L'objectif, ce n'est pas de finir premier. C'est juste d'arriver au bout. L'entraide, la solidarité, ça fait partie de l'ADN de l'événement. C'est un rappel permanent que ce qui compte, c'est la gestion de son effort, bien plus que la vitesse pure. Allez, on passe maintenant à la partie un peu douloureuse. L'erreur classique, celle que presque tout le monde fait la première fois. C'est une histoire vécue, une belle leçon d'humilité qui peut vraiment servir. Le voilà, le piège. Le grand classique. L'euphorie du départ, des milliers de vélos qui s'élancent, l'adrénaline qui monte. On se sent pousser des ailes, on se sent invincible. Et qu'est-ce qu'on fait? On suit un groupe de costauds bien trop rapides pour son propre niveau. Et on a l'impression de voler sur les 80 premiers kilomètres, tout plat. On se dit, c'est facile. Sauf que la sanction, elle finit toujours par tomber. Et elle est brutale. Dès que la route s'élève un peu, dès les premières vraies côtes, plus rien. Les jambes sont pleines d'acide lactique, elles ne répondent plus. C'est le fameux mur, la panne sèche. Et le pire, c'est qu'il reste encore toute la partie difficile, des dizaines de kilomètres à faire, et souvent seul face au... Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, elle nous apprend à la leçon fondamentale de l'île Ardelot. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut savoir s'économiser au début, rouler en dedans pour espérer survivre à la fin, et même, pourquoi pas, en profiter. Ici, la patience, c'est pas juste une qualité, c'est la clé de tout. Bon, maintenant qu'on a compris la philosophie, regardons ce fameux parcours de plus près. On peut vraiment le voir comme une pièce de théâtre, une tragédie grecque en 4 actes. La tension et la difficulté montent jusqu'au grand final. Acte 1, le départ euphorique. C'est la traversée des Wepps, tout est plat, ça roule très vite. Le piège, on l'a vu, c'est de s'enflammer. Acte 2, la transition. On entre dans le Pas-de-Calais, et là on découvre les faux plats. Ces routes qui ont l'air plates mais qui montent tout le temps doucement et qui scient les jambes sans qu'on s'en rende compte. Acte 3, le juge de paix. On attaque le Boulonnais. Et là, ce sont des murs, des côtes courtes, brutales, qui font exploser les pelotons en 1000 morceaux. Et enfin, l'acte 4, le final. On pourrait croire que c'est fini après les bosses, mais non. Le vent de la côte se lève et c'est un dernier combat avant l'arrivée. Pour réussir, il faut connaître ses ennemis. Et sur ce parcours, il y a 3 adversaires principaux. On pourrait les appeler les 3 géants. Il va falloir les affronter un par un. Alors, les 2 premiers géants, ce sont des monts. D'abord, le mont de Parenti. Lui, il arrive après 120 bornes. Il est là pour casser le rythme, avec ses passages à plus de 8%, histoire de bien rappeler que ce n'est pas fini. Et puis, bien plus loin, quand on n'en peut vraiment plus, il y a la montée du Haut Péchaud. Lui, c'est le coup de grâce, le dernier test pour le mental, juste avant de voir la mer. Et enfin, le 3e géant, le plus invisible, le plus sournois et parfois le plus terrible, le vent. Sur les plateaux du Boulonnais, quand il se lève de face, il peut littéralement doubler l'effort. Une ligne droite qui semble facile sur la carte se transforme en un calvaire, aussi dur qu'une montée. À ce moment-là, trouver une roue pour s'abriter, ce n'est plus une stratégie, c'est une question de survie. Ok, on a vu les difficultés, les pièges, les géants, c'est un peu effrayant. Mais maintenant, voyons comment on s'en sort. Quelle est la voie du succès? Parce que oui, il y a une méthode pour conquérir cette épopée.
Le succès, en fait, il repose sur 3 grands piliers. D'abord le physique, évidemment. Il faut faire des sorties longues, 3, 4, 5 heures, et travailler un peu les côtes. Deuxième pilier, la nutrition. C'est le carburant. Il faut bien charger les batteries les jours d'avant, et surtout, manger et boire régulièrement pendant l'effort. L'objectif, c'est entre 40 et 60 grammes de glucides par heure pour éviter la panne sèche. Et enfin, le pilier technique. Un vélo en parfait état, ça change tout. Avec les bons braquets pour les murs, genre un 34-32. Un petit pépin mécanique et des mois de préparation peuvent partir en fumée. Jetons un œil à la checklist de l'équipement. Le casque, bon, c'est obligatoire, pas de discussion. Mais il y a des détails importants. Les lumières. Le départ se fait tôt, il y a souvent du brouillard, c'est indispensable. Le kit de réparation avec au moins 2 chambres à air, croyez-moi, ce n'est pas du luxe sur ces petites routes. Et puis, le conseil d'amis, ne lésinez jamais sur la qualité du cuissard. Après 6, 7, 8 heures de selle, le confort, c'est de la performance. Et voilà, après tous ces efforts, toutes ces galères, on arrive au bout, à la récompense. Mais alors pourquoi? Pourquoi des milliers de gens s'infligent ça chaque année? La réponse, elle est bien plus profonde que juste franchir une ligne d'arrivée. La vraie récompense, c'est tout le reste. C'est l'ambiance de folie dans les villages traversés, avec les gens qui sortent pour encourager. C'est la solidarité qui se crée dans la douleur quand on pousse un inconnu dans une côte. Et surtout, c'est ce sentiment incroyable, presque indescriptible, quand au détour d'un virage, on aperçoit enfin la mer. Là, on comprend. C'est une aventure humaine, bien plus qu'une simple performance sportive. Donc voilà, l'île Ardelos est bien plus qu'un trait sur une carte. C'est un test de caractère, une vraie célébration du vélo et de l'endurance. Alors la question finale, ce n'est pas tant de savoir si les jambes sont prêtes à relever le défi, mais plutôt si la tête a bien compris la leçon. Il faut juste se souvenir de la phrase du début. Ici, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la gestion. La digue d'Ardelot, elle attend patiemment. Elle attend ceux qui auront compris.